Voilà, du coup, là, je ne sais pas qui veut commencer, parce qu'on commence par le début. Donc, c'est toujours à 2017, ça alors, change l'ordre alphabétique. Ah, c'est toujours l'ordre alphabétique. Alors, allons-y. Alors, donc, Quarto en 2018. Oui. Bon, on a fait un très court fil de votre travail. Et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui vous a motivé pour reprendre cette collection? Est-ce que c'était un fil conducteur par rapport à ce que vous aviez fait précédemment chez Gallimard? Ou voilà, comment vous en êtes venu à prendre cette direction? Comment j'en suis venue à Quarto? Alors, en fait, c'est assez simple et assez logique, dans le sens où, vous l'avez dit, j'ai commencé à la Pléiade, comme école, je dirais, éditoriale, en termes de formation, il n'y a pas beaucoup mieux. Sachant que je viens effectivement du domaine de la recherche et de l'histoire. Et après 8 ans à la Pléiade, j'ai fait un petit intermède de 2 ans chez Folio. Folio, c'est le département poche. Alors à la Pléiade, comme éditrice, je travaillais sur 2 livres par an. Donc, quand je me suis occupée de Folio, j'avais 24 titres par an. Je me suis dit, c'est marrant, il y a vraiment une disproportion. Voilà. On ne traite pas les sujets de la même façon. Et ce qui m'intéressait, c'était de trouver une espèce de voie du milieu entre l'excellence universitaire et de la recherche avec la Pléiade, et puis de donner quelque chose d'accessible, de proposer des livres qui soient accessibles à un plus grand nombre. Et en fait, Quarto, il y a eu un alignement de planètes, si on veut. Et la personne qui a fondé la collection en 1995 a décidé de prendre sa retraite. Et puis, voilà, Antoine Gallimard, on l'a proposé. Et c'est vrai que ça répondait assez bien à ce que j'avais envie de faire. On reste sur une collection extrêmement érudite. On fait appel à des spécialistes, à des universitaires, à des journalistes qui sont spécialisés pour faire ce travail d'appareil critique autour de l'œuvre des auteurs. Et en même temps, on a un côté un petit peu pédagogique qui permet à un lecteur qui ne connaît pas forcément tout et qui a envie de se plonger dans cette œuvre. Et on a une spécificité chez Quarto, on a, après une préface qu'on a toujours, on a ce qu'on appelle le VIOFT dans notre jargon, nous ne savons pas évidemment. C'est une chronologie biographique illustrée. C'est-à-dire qu'on va reprendre le principe de la chronologie, et en Pléiade, vous avez une chronologie très sèche, c'est des dates comme ça, qui sont faites. Et bien nous, on va aller l'illustrer avec des documents. Ça va être des photos, des représentations d'objets, ça va être des manuscrits, ça va être des lettres. Et on va faire en sorte que ce soit pas un panthéon de papier, mais quelque chose de très vivant, qui va permettre au lecteur de vraiment plonger au cœur de la vie de l'auteur et de comprendre en fait tout ce qui va le nourrir, parce qu'on dit toujours qu'il faut dissocier l'œuvre de son auteur ou pas, c'est des grands débats en ce moment, et en fait fondamentalement on ne peut pas vraiment, parce que très souvent, 98% des cas je dirais, sauf peut-être les auteurs de science-fiction qui ne vivent pas sur Mars, c'est quand même très empreint leur écriture est très empreinte de ce qu'ils ont vécu. Et c'est extrêmement intéressant de comprendre pourquoi un Burnett écrit sur Chicago à la fin des années 30. C'est parce qu'il y est, à la fin des années 20, c'est parce qu'il y est. Quand McCoy écrit sur les losers du cinéma dans les studios hollywoodiens, c'est qu'il a été un de ces losers, il a voulu être acteur, il n'a pas réussi. Et ça, si on ne le sait pas, évidemment, en lisant le roman, on va trouver que c'est formidable, mais en fait, il y a un vrai fond, il y a une vraie base. Et c'est là où mon côté historienne, qui adore les archives, moi, mon truc, c'est pas les archives du XIIe, XIIIe siècle, autant vous dire que j'ai un petit peu changé mon fusil d'épaule, c'est vraiment d'aller chercher au plus près des documents, d'aller chercher des documents qui sont rares. Pour Burnett, on a eu la chance, et on travaille beaucoup en général avec les ayants droit, avec les enfants, les petits-enfants, les agents qui les représentent, pour avoir accès à des documents qui ne sont pas connus. Burnett, on a eu accès au journal de William Burnett, que son fils nous a confié, que Benoît Tadier, qui n'est pas là ce soir, mais qui a traduit en partie. On a fait une sélection, et dans lequel on découvre qu'en fait, Burnett, lui, ce qu'il aime, c'est pas du tout les autres auteurs de polar
comme Hamet ou Chandler, lui, ce qu'il aime, c'est Balzac, c'est Maupassant, c'est Anatole France. Il a lu tout ça et il en parle dans son journal. Donc c'est extrêmement intéressant de comprendre après son écriture à travers justement ce regard-là, ce travail sur toute cette connaissance qu'il a. Et ça, on ne l'a que parce on comprend, parce qu'on a trouvé le journal et que ce journal-là nous a été confié. Pour McCoy, il a travaillé par exemple, que je ne dise pas de bêtises, au moment du krach boursier, donc fin 1929 à Dallas, il est de l'État de Dallas, et il va reprendre un petit journal qui se veut l'équivalent du New Yorker, qui s'appelle le Dallas Side. Le Dallas Side, ça a 6 mois d'existence, ça n'existe plus nulle part, c'est pas référencé à la bibliothèque du Congrès, c'est référencé, mais non, pas de numéro. On a cherché partout, on a fini par envoyer des demandes à toutes les petites associations historiques du Texas, etc. Et il y en a une qui nous a dit on l'a. En plein Covid, la fille elle est allée, elle nous a fait des photos pour nous photographier les numéros du Dallas Side. Et ça c'est inaccessible, c'est nulle part. Alors évidemment, c'est un tout petit morceau en fait de la vie de McCoy, mais dedans, qu'est-ce qu'il fait? Il parle du théâtre, parce que c'est un grand amateur de théâtre, il joue lui-même. Il parle de la corruption dans la ville, il parle de littérature, il parle de ce qui se passe dans la société. Et tout ça, ça nourrit aussi son écriture plus tard. Et ce travail-là, pour nous, il est important, il est éclairant. En fait. Voilà. Donc c'est une partie de notre travail. Donc l'idée de Quarto, c'est, on fait ça pas seulement pour le polar, on fait ça pour tous nos auteurs. On en fait, alors je vais rester sur la partie patrimoniale, 6 par an. Donc, et j'essaye de mettre, alors on a toujours des sciences humaines, du classique, du contemporain, du français de l'étranger, et un volume de genre par an. Donc cette année c'était Horace McCoy, l'année prochaine on aura de la science-fiction, et puis en 25 on aura de nouveau du polar. On alterne comme ça pour avoir sur 6 titres au moins un qui soit de genre. Parce qu'on fait aussi bien la philosophie que du polar. Voilà. On est très éclectique. Donc c'est un vrai travail d'enquête, en fait, ce qui est assez monstrueux finalement. Et par exemple, pour un volume comme McCoy, si on prend un exemple là, qui est sous nos yeux, combien de temps entre le moment où comment se décide, en fait, voilà, l'idée de McCoy, pourquoi McCoy, voilà. Alors c'est là que j'interviens. C'est là que j'interviens et c'est là que quand donc la série noire, qui est une collection qui va avoir 80 ans en 2025 et qui a donc un fond très important, il y a beaucoup de titres qui sont des titres emblématiques du genre du polar et du roman noir, qui pour certains ont été traduits un peu sommairement et qui sont parfois encore exploités et réédités dans les collections de poche, mais qui dorment quand même souvent dans les stocks de Gallimard plutôt que sur les tables de libraires, si on ne fait rien. Et comme on ne fait rien, les agents qui s'occupent des auteurs et des intérêts des auteurs, y compris des auteurs décédés, parfois disent il faudrait quand même penser à retraduire, il faudrait quand même penser à faire une nouvelle couverture, il faudrait quand même penser à faire quelque chose pour que les lecteurs n'oublient pas l'existence de ces romans. Parfois ce sont d'autres éditeurs français, donc il y a par exemple Oliver Gallmeister, qui est un éditeur qui a pris beaucoup de place dans le domaine du polar et du roman noir ces dernières années, et par des découvertes, mais aussi parce qu'il s'est beaucoup intéressé aux grands romans emblématiques du roman policier et du roman noir, et dont il a décidé de faire des nouvelles traductions. Ces titres étaient pour la plupart des titres qui appartenaient au catalogue de la série noire, mais dont la série noire ne faisait plus rien, et Folio, son livre de poche, ne faisait plus rien. Et moi, quand je suis arrivée, j'ai aussi, alors beaucoup moins que Aude, quand même une formation universitaire un peu solide, et donc j'ai un rapport aux origines et aux sources qui est quand même un peu... oui, qui est assez fort. C'est ça, merci.
Et quand je suis arrivée, donc mon prédécesseur, lui, avait complètement délaissé toute cette partie patrimoniale de la collection, qu'il avait donc complètement laissé à Folio, qui par ailleurs n'en faisait pas grand-chose. Et quand je suis arrivée, je me suis retrouvée face à des agents qui me disaient on va récupérer les droits de Burnett, puis on va récupérer les droits de, alors pas pour McCoy, mais en tout cas pour Burnett, qui est le premier titre qu'on a fait ensemble. Et j'ai dit non, il n'en est pas question. En fait, c'est un auteur emblématique, on en a déjà suffisamment perdu, donc il faut absolument qu'on garde cet auteur. Sauf que dans une collection comme la série noire, où je publie environ 15 titres par an, je ne peux pas rééditer 6 titres ou je ne sais pas combien de titres du même auteur. C'est pas possible. Donc, je suis allée frapper à la porte du bureau de Aude en lui disant dis donc, on ne ferait pas des trucs ensemble. Tu ne veux pas qu'on fasse des trucs ensemble parce que j'ai des romans formidables que je vais perdre, enfin que la maison Gallimard va perdre. Moi, je ne vais rien perdre, je suis pas propriétaire. Mais donc que la maison Gallimard va perdre, et ce serait bien dommage. Est-ce que ça t'intéresse qu'on fasse ensemble, qu'on mène les projets ensemble? Donc on les associe en fait en général. C'est-à-dire qu'on fait un quarto en même temps qu'on fait une série noire, qui sont publiées pas forcément en même temps. Il y a toujours un petit décalage ou pas, enfin ça dépend. Et voilà, et du coup, Stéphanie prend un ou deux titres emblématiques et puis on fait un ensemble cohérent pour le quarto. Pour le quarto, ce qu'on a également fait pour McCoy, qui a finalement assez peu écrit et qui ça faisait un volume qui n'était pas énorme et je ne me voyais pas du tout lui enlever un titre pour le mettre en série noire. Bon, là-dessus, on est vraiment très en phase sur la manière de travailler ensemble et de faire en sorte, non pas de faire en sorte que les projets portent des auteurs et les œuvres des auteurs, pas seulement la gloire de l'un ou de l'autre. Et donc pour McCoy, tous ces romans publiés en français, sauf un qui était vraiment pas sont dans ce quarto. Voilà. Et en revanche, il y avait des nouvelles qui avaient été publiées. En fait, il y avait une sorte de feuilleton que McCoy a écrit, car il a été dans l'aviation pendant la Première Guerre mondiale et ça l'a beaucoup marqué. Et il a écrit par la suite un feuilleton avec une brigade de rangers du ciel. Et donc on a décidé avec Benoît Tadier, qui est un peu notre référence sur tous les travaux universitaires, on a décidé de faire en série noire un titre qui n'avait jamais existé auparavant en série noire, mais voilà, qui était donc toutes les nouvelles intégrales de ces feuilletons. C'est le rouge et jaune là, que vous voyez sur la petite table en fait, que vous pouvez vous prendre et le ranger. Ouais, je vais le ranger sur toi, je vais regarder ça. Ouais, donc, on avait quand même bien raison de faire cette table en duo, n'est-ce pas? Il n'y a pas que Gallimard qui vous rassemble en tant que employeur. Et puis c'est intéressant pour nous en fait, parce que évidemment Stéphanie elle a une production plus importante en termes de titres, même si tu fais la part des choses entre le patrimoine et puis c'est pas. Et nous, c'est vrai qu'un projet de quarto, ça peut prendre entre 18 à 24 mois. Après, il y a 10 mois de production. 10 mois de production, c'est-à-dire 5 mois pendant lesquels quelqu'un dans mon équipe travaille pour mettre au point le manuscrit, et 5 mois où vraiment ça part en composition, en gravure, etc. et jusqu'au table de librairie. Donc, c'est des projets qui sont longs. C'est 2 ans et demi de travail quasiment. Toi aussi, c'est bon. Mais ça peut être un peu plus court que les 2 ans et demi Donc lui 2 ans et demi par exemple. À peu près tous. Et c'est une espèce de moyenne en gros. Oh, ce que vous nous décrivez là. Oui, parce que quand je confie un projet à un éditeur scientifique, bizarrement il n'a pas que ça à faire. Généralement il a des cours à donner, enfin bref, donc il a éventuellement
parfois une vie de famille. Parfois une vie de famille, un scandale. Et en plus, et d'autres projets, etc. Donc l'idée, c'est vraiment qu'ils aient le temps de faire ce travail, notamment auprès des archives. L'année prochaine, par exemple, on aura un volume sur Jim Harrison qui va sortir, et du coup, le traducteur, qui est aussi d'éditeur scientifique, est parti pendant 3 semaines aux États-Unis dans les archives de Jim Harrison pour trouver des choses, etc. Donc tout ça, ça prend du temps, ça demande de l'organisation, on ne peut pas les faire ou dégoter comme ça. Donc ça prend, oui, entre 18... allez, dans le meilleur des cas, je leur laisse une année pour me rendre leur copie. Des fois, c'est un peu court, alors bon, mais non, on va y arriver. Et puis, mais voilà, grosso modo, c'est quand même 18 mois. Et puis, il y a des moments, en fait, où on publie les livres, alors on essaye en tout cas. C'est-à-dire que pour le polar, tout à l'heure, vous avez évoqué le prix Claude Mesplette que le volume McCoy a reçu à Quai du Polar, qui est vous connaissez évidemment Quai du tous, Polar, un le plus grand festival festival de littérature polar. Et du coup, c'est fin mars. Donc l'idée, c'est de mettre les titres de polar plutôt en mars. Alors il y a ça et le printemps de la poésie. Alors, c'est pas le même genre exactement. Et puis, quand c'est la science-fiction, on essaye de le mettre plus au début du mois d'octobre parce qu'il y a le mois de l'imaginaire. Voilà, on essaye. Il y a des espèces de saisonnalité comme ça. Ça marche pas à tous les coups. Et puis, on essaye de voir en fonction d'une actualité, en fonction d'un anniversaire aussi. Début du mois de septembre, on a fait paraître un volume sur Pablo Neruda, enfin avec les œuvres de Pablo Neruda, parce que le 23 septembre, c'est les 50 ans de sa mort. Voilà. Donc, on essaye, voilà, quand on peut, de caler avec des événements ou des événements récurrents, de créer aussi un peu, enfin pour moi en tout cas, un espèce de rendez-vous. C'est-à-dire que nos lecteurs, ils savent qu'en mars, c'est polar, c'est la poésie. Ça commence par le pot. Libraire. Peut-être. Oui, mais Moi, après, je crois que on parlera des lecteurs et des libraires, parce que c'est deux sujets forcément qui vous intéressent tous les deux. Et alors Stéphanie, quand vous arrivez en 2000, enfin vous avez commencé à nous répondre un petit peu sur le choix de l'intérêt sur le versant patrimonial de la collection. Alors, pourquoi la série noire? Comment le goût du polar, oui, puisque vous aviez quand même déjà travaillé dessus, mais et puis dans beaucoup d'autres collections et maisons. Est-ce que c'est un fil naturel? C'est aussi, comment dire, quelqu'un qui a en effet une thèse sur le roman noir, qui ensuite a dirigé le Poulpe à un moment, été éditrice de polar chez Albin Michel pendant 5 ans. Quand la personne qui me précédait chez Gallimard a décidé d'aller monter sa propre collection chez un autre éditeur et que donc la place était vacante, j'avoue n'avoir pas tout de suite pensé que je pouvais postuler. Ça m'a pas... Vous n'avez pas pensé à vous? Pas du tout. Non, en fait, je sais pas s'il y avait un petit côté, c'est une collection un peu trop mythique. Mais j'y ai pas du tout pensé, je l'ai conseillé à plein de gens qui cherchaient tout. Moi, je ne savais pas aimé, ça m'a pas venu tout de suite à l'esprit. Et puis, il y a quand même quelques personnes qui m'ont dit « T'es complètement débile, c'est évidemment un poste pour toi ». Et il se trouve que par ailleurs, mon parcours professionnel, et notamment à travers le Poulpe, m'a permis de rencontrer beaucoup d'auteurs français. Parce que, alors, j'ai aussi fondé une revue qui a eu c'est un peu comme le Dallas Side, en fait j'ai quelques mois d'existence, mais c'était au moment de ma thèse, donc c'était 2005 par là, et à une époque où Caril Ferret n'était pas connu, Jérôme Leroy non plus, enfin en tout cas des auteurs qui aujourd'hui sont des auteurs français très identifiés, n'avaient pas du tout encore cette notoriété, et comme c'est un milieu assez petit, finalement, on se rencontre et on sympathise assez vite. Et donc, voilà, il y a quand même beaucoup d'auteurs et des journalistes qui ont participé à cette revue qui a donc vu 5 numéros, je crois, et qui a duré 6 mois. Et puis après, j'ai dormi pendant 6 mois, les 6 mois suivants, parce que
Ça faisait 96 pages et c'était énorme comme travail. Je n'avais pas du tout maîtrisé. Et puis il était distribué vraiment comme une revue. Donc pas du tout en librairie, en kiosque, c'était n'importe quoi. Mais on a beaucoup ri. On a tissé des liens très forts. Et quand je suis arrivée chez Baleine, d'ailleurs je suis arrivée notamment chez Baleine parce que la personne qui était le patron de Baleine à ce moment-là avait bien saisi qu'en fait je connaissais beaucoup d'auteurs et que ça serait quand même une grande facilité pour aller leur demander de faire un poulpe. Voilà. Donc j'ai pu comme ça approcher pas mal d'auteurs français. Et quelques années plus tard, quand il faut trouver quelqu'un pour diriger la série noire, moi je percute pas tout de suite, mais d'autres gens on signale à Antoine Gallimard que finalement il y a quand même une personne qui connaît à la fois Caril Ferret, à la fois Antoine Chénas, enfin tous ces gens ont écrit un poulpe à un moment où j'y étais, donc je les connais tous, et que ce serait quand même bien pratique. Et le fond. Plus le fond avec évidemment avec mon travail universitaire. Voilà comment les choses se sont faites, et je pense qu'en plus Antoine Gallimard, donc il y a 4 directeurs de la série noire. Il y a eu le fondateur du Hamel, il y a Robert Soula qui lui a succédé à sa mort, Patrick Rénal qui a succédé à Soula, Aurélien Masson qui a succédé à Patrick Rénal, et moi à Aurélien Masson, et Antoine Gallimard avait ce souhait aussi que ce soit une femme qui dirige la collection. Donc là, je remplissais pas mal de cases. Oui. Et puis voilà, puis compte tenu de mon parcours, quand tout à coup je me suis dit, tiens, la série noire, ça serait pas mal quand même. Les choses se sont faites. Et du coup, là, alors effectivement, il y avait quand même une convergence de plein de choses qui faisait que c'était assez évident, enfin, la manière, même si c'est pas vous qui le racontez, du coup, ça paraît assez évident de l'extérieur, mais c'est entre l'alignement des planètes. Souvent, les planètes sont quand même souvent alignées. Voilà. Et est-ce que vous avez eu des surprises? Alors, est-ce que par rapport à ce que vous connaissiez déjà, puisque vous étiez déjà dans la maison Gallimard, vous étiez quand même. Vous étiez quand même déjà dans le monde du polar. Qu'est-ce que vous imaginiez? Est-ce que vous avez eu des découvertes, je ne sais pas, par rapport à l'histoire de la série noire, à l'image aussi que ça représentait? Alors, ou pas du tout, vous y êtes allé comme ça, et puis vous vous êtes lancé, et puis c'est tout. Alors, je ne suis pas sûre de comprendre bien la question, mais je vais quand même répondre quelque chose. Une collection qui a cette durée de vie, donc ça fait pas tout à fait, ça fait 6 ans que j'y suis, donc c'est quand même une collection, quand je suis arrivée, qui avait 74 années d'existence, c'est quand même relativement long, et il y avait donc un catalogue très très fourni, surtout qu'à une époque où les gens lisaient beaucoup plus, il y avait énormément, il y avait énormément de sorties chaque mois. Donc il y a, je sais pas, il y a 4800 titres au catalogue, à peu près, quelque chose comme ça. Donc évidemment, il y a plein de titres que je n'ai pas lu, l'essentiel des titres que je n'ai pas lus, plein que je ne connais pas, mais sur le catalogue plus récent, je connaissais donc les auteurs français de la collection, moins les auteurs étrangers, parce que mon parcours professionnel fait que j'ai peu à faire avec les auteurs étrangers. C'est quand même un autre domaine, en fait, où vraiment on n'a pas rarement affaire aux auteurs directement, mais à des agents. Et donc c'est un milieu particulier que je ne fréquentais pas, parce que je n'avais pas de raison particulière d'aller acheter des auteurs étrangers pour les poulpes. Donc quand je suis arrivée, je connaissais quand même un petit peu correctement le catalogue. Les choix éditoriaux de mon prédécesseur étaient assez clairs, dans la mesure où il avait assez tôt décrété qu'il voulait lui pas se charger de la partie patrimoniale, et que la collection pour lui était entièrement tournée vers la littérature, vers des auteurs très contemporains. Donc non, j'ai pas eu énormément de surprises. Après, peut-être,
Et d'ailleurs, l'essentiel des auteurs français qu'il publiait sont restés, sont restés dans la maison et je les publie aujourd'hui. Donc il y a une certaine permanence quand même. J'étais pas toujours. Enfin, après, c'est une façon, c'est une vision et ça t'en parlera aussi sûrement pour ce qui concerne, mais on arrive dans un catalogue qui préexiste et qui a de fortes chances, en tout cas on l'espère, j'espère que je ne serai pas la fossoyeuse de la série noire, j'espère que ça durera après moi, donc il faut s'inscrire dans une continuité, porter des projets, que ce soit avec des auteurs contemporains, qu'on porte avec vraiment enthousiasme et dont on est convaincu de l'intérêt, sinon c'est très compliqué. Et en effet, moi, la seule chose qui me semblait défaillante dans ce que faisait mon prédécesseur, c'était cet abandon du fond. Voilà. Cet abandon des grands auteurs qui, je sais qu'il y a un James Cain qui a été republié chez Gallmeister, il y a James Cromley qui a été un grand auteur de la série noire qui a été récupéré par Gallmeister également. Bien avant ça, il y a eu Jim Thompson qui était aussi un des grands auteurs de la série noire qui a été republié, qui est parti, en tout cas qui a été récupéré par Rivage. Alors quand je dis récupérer, c'est pas, ils ne les ont pas volés, hein, les agents étaient tous d'accord pour que, et peut-être mécontents du travail fait par Gallimard, et la série noire en particulier, pour avoir envie d'aller confier à d'autres qui étaient susceptibles de faire mieux et qui ont vraisemblablement un certain nombre de fois fait mieux. Donc ça, moi, ça me contrariait beaucoup. Donc quand je suis arrivée, je me suis dit, ben non, c'est pas possible. Ça, en revanche, je vais faire en sorte d'arrêter l'hémorragie de ces grands auteurs. Aude m'accompagne, et heureusement, parce que sans Quarto, je ne pourrais pas mener ces projets-là, parce que je n'ai pas les moyens de faire autant qu'elle dans les volumes. Et puis j'ai mis en place, au fur et à mesure aussi, alors à raison de, on va dire, 4 par an d'abord, donc quelques ouvrages sur lesquels Aude m'accompagne, et puis d'autres aussi des auteurs français, donc j'en faisais 2, donc on a fait un Manchette l'année, je ne sais plus, Manchette pour quelle raison, il y avait une actualité sur Manchette, pardon, je m'en souvenir, mais on a réédité l'affaire M. Boustreau. Et puis j'ai ressorti aussi un auteur et 2 romans de Raph Vallet, qui est l'auteur de Mordin pourri et Adieu poulet, qui sont deux grands films, qui ont donné lieu à 2 grands films noirs des années 70. Et c'est pas encore assez, c'est-à-dire que 4 par an, c'est pas beaucoup. Donc petit à petit, je suis quand même été grattée à nouveau à la porte d'Antoine Gallimard en lui disant il faut en faire un petit peu plus, pas beaucoup, mais un petit peu plus. Et on s'est mis d'accord pour. Alors je ne peux pas dire que c'est une nouvelle collection, ça serait réinventer la série noire, ça serait quand même extrêmement présomptueux. Mais en tout cas, pour avoir une maquette un petit peu différente que je vous présente en avant-première. Voilà, pour des rééditions. Donc c'est du semi-poche, voilà, parce qu'on a donc des formats. Le format poche est un format un peu plus petit, qui est un petit peu plus petit que celui des vieilles séries noires. Ça, on n'est pas très loin de la série noire d'origine que je trouve magnifique. On m'interdit d'avoir une couve complètement typo parce que nous on craint que ça rebute les lecteurs, mais j'ai biaisé. Et donc, j'ai ma couve typo. Et évidemment, vous remarquerez une certaine ressemblance avec celle d'origine. Pourquoi changer une type qui gagne? Voilà, donc là on a des belles jaquettes. Et puis, c'est des livres qui sont, alors,
un peu cheap, enfin, le papier, un papier un peu assez fin, c'est très souple, ils sont très très agréables à avoir en main parce que voilà, parce que c'est important aussi que le livre soit un bel objet. Et il y a un format un peu plus petit pour essayer de garder un prix très raisonnable, puisque là, vous aurez donc la nouvelle traduction du Grand Sommeil de Raymond Chandler et de la Dame dans le lac, et non pas la Dame du lac. Donc ce sont deux nouvelles traductions, des titres qui avaient été traduits par Boris Vian et par Boris et Michel Vian, pour le prix modique de 14 €. Et comme j'ai toujours mon petit tropisme français, et comme c'est également les 100 ans de la naissance de Joseph Bialot, et d'ailleurs les 10 ans de sa mort, 10 ans de sa mort, on publie également Le Salon du prêt à saigner, qui était son premier roman publié à la Série. Voilà, donc là j'ai réussi à convaincre Antoine Delémare de faire 6 titres par an de réédition du fond et qui sont donc dans ce format différent du format normal, en tout cas des nouvelles séries. Donc il va avoir pour nous, les lecteurs, par exemple, quand on les verra en librairie, il y aura une image, une identité visuelle qui sera repérable. Enfin, c'est un peu l'idée de... Normalement, ça, je pense que voilà. Je pense que voilà, ceux qui connaissent un peu la série noire, théoriquement, c'est assez cinématographique. Bon, c'est un peu parce qu'il y a le choix des titres n'est pas non plus anodin. En fait, c'est toujours un peu un crève-cœur, mais c'est difficile de faire redécouvrir des auteurs avec des titres qui sont totalement méconnus. Donc oui, j'aurais aimé en publier d'autres de Bialot, sauf qu'il y a une réalité quand même dans l'édition, qui est une réalité et une contrainte assez importante, qui est quand même la contrainte de la rentabilité des projets. Tout ça, il faut que ça trouve, voilà, tous ces projets-là, il faut quand même qu'ils trouvent un lectorat, il faut quand même qu'on en vende suffisamment pour amortir les coûts, pour pas perdre du tout d'argent, car sinon Antoine Delémare sera très mécontent. C'est ça. Parce que une chose que, en fait, tu l'as dit, et moi aussi, c'est qu'il faut quand même savoir que dans ces documents historiques, patrimoniales, tout est validé par Antoine Delémare. C'est-à-dire que vraiment, en fait, on peut avoir plein d'idées de projet, mais on y soumet toujours. C'est pas un projet qui n'est validé. Et ça, c'est important, parce que du coup, c'est parfois, effectivement, pour des questions de coût, pour des questions de visibilité aussi, parce que nous, bien sûr, on arrive avec nos projets toujours très enthousiastes, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, je regarde, bien sûr. Elle ne vous fait pas bonne idée, c'est pas la bonne idée. Et voilà, et c'est vrai qu'il s'arrête, il est très très connaisseur, effectivement, de par son parcours et son en direct ligne. Et du coup, c'est vrai qu'il a aussi un sens, je dirais, là où nous on va être très emballés parce qu'on trouve que c'est une excellente idée, il peut être plus réticent, ou il va nous dire temporiser aussi. Enfin voilà, de toute façon, il faut savoir que tout est soumis à sa validation, c'est sa maison. Oui, voilà. Donc. Oui, parce qu'accessoirement, c'est son argent qu'on dépense pour ce genre de projet. C'est ça. Mais en même temps, je trouve que c'est assez. Là, je parle plutôt du point de vue bibliothèque, quand on gère des fonds polars. Alors, oui, je parle là plus pour l'exemple peut-être de la série noire. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des opportunités de faire redécouvrir. Alors après, on essaye, on n'est plus complètement les bibliothèques dans la prescription pure et dure, mais faire redécouvrir ce salon du prêt à saigner, que moi j'avais super adoré quand il est sorti, je trouve ça bien si j'arrive à convaincre quelqu'un qui a
25 ans, enfin qui l'a jamais lu, et qui me dit ben, ça encore, ça tient la route, et t'es pas en train de me forcer à lire un vieux machin, voilà, parce que souvent ils se méfient, et puis il y a enfin nous en tout cas en bibliothèque on se pose aussi des questions par rapport au lectorat. Donc, c'est-à-dire, alors vous, c'est des emprunteurs en fait, dans les bibliothèques, pas à la Bilipo, mais dans les bibliothèques d'emprunt. Pour le polar, il a le droit de citer de partout, donc là, tout est mélangé, mais c'est vrai qu'il y a une chose assez uniforme, puisque nous aussi, on est censé, non pas être rentable, pas rentable, hein, mais on est censé quand même générer des statistiques de près, et il faut qu'on ait une offre qui corresponde aussi à une certaine demande. Et on essaye quand même toujours de trouver des chemins de traverse, donc, qui sont moins sophistiqués que ceux décrits par vous, mais pour dire il n'y a pas que les têtes de gondole et les gens qui n'ont absolument pas besoin spécialement ni de publicité ni de rien. C'est très bien qu'ils fassent, mais on voudrait vous montrer que le genre peut vous proposer d'autres choses ou qu'il y a d'autres choses à redécouvrir ou des choses qui nous sont sorties un peu inaperçues. Et puis, bon, voilà. Donc ça c'est un peu le rôle du bibliothécaire forcené qui court après son lecteur, quoi. Mais par rapport au lectorat justement, en fait vous, parce que là on est dans le travail de l'édition, enfin de votre métier, qu'est-ce que vous savez en fait de la réception de vos collections respectives? Alors soit pour les libraires, ils peuvent vous en dire des choses, soit vous avez l'occasion, peut-être pas, ou soit vous ne savez rien, ou soit c'est les chiffres de vente qui parlent pour dire ça marche, ça marche pas. Comment c'est? Est-ce que vous vous posez la question ou est-ce que c'est peut-être une question qui n'est pas pertinente du tout de votre point de vue, quoi? Non, on essaie toujours, enfin quand on lance un projet, on essaie toujours de se dire, on voudrait que le livre trouve son lecteur, enfin son lectorat. C'est pas toujours gagné. On va pas se coller la face, on fait des fours aussi. Enfin, moi j'en ai 2-3 des vrais fours. Et sur des choses très étonnantes. C'est-à-dire que on a fait par exemple un volume Dickens. Charles Dickens, des grands Dickens, lectorat. Dickens, c'est clairement, alors à part Oliver Twist, peut-être David Copperfield, les contes de Noël, évidemment pas celui qu'on avait choisi, et ben le four total. Donc bon, alors moi je trouve ça très bien de faire un Dickens. C'est important, vous demandez à un Britannique, vous donnez 3 auteurs, il va vous dire Shakespeare, Dickens et George Eliot. C'est comme ça. Donc c'est toujours il y a toujours un pari en fait sur certains titres, et, enfin sur les auteurs qu'on fait. Vous allez avoir des auteurs, on publie là de plus en plus des auteurs contemporains, vivants. Et ben vous vous rendez compte que c'est pas forcément les auteurs que les gens ont envie de découvrir en quarto. Il y en a qui fonctionnent très bien, mais il y en a qui ne fonctionnent pas. Alors c'est compliqué en fait, parce qu'on pourrait se dire lui il en vend, donc forcément ça va marcher. Ben non, c'est pas forcément. En revanche, d'autres, alors par exemple Burnett, honnêtement, quand je l'ai présenté aux représentants, qui sont nos commerciaux qui vont dans les librairies, alors certains connaissaient, mais je leur dis Burnett comme ça, je dis quand la ville d'or, John Huston, ah oui, la grande évasion, ah oui, d'accord. Donc il a fallu passer par le cinéma, par des choses qui en fait vont évoquer. Mais le nom de Burnett en tant que tel, ça ne leur disait pas grand-chose. Donc en fait, et Burnett, on a eu une presse de dingue quand il est sorti, mais de dingue. On a dû épuiser un tirage dans l'année. Un tirage chez nous, c'est à peu près 6000 exemplaires, donc c'est très bien. Enfin, pour nous, c'est très bien. Pour nous, je parle de pardon. C'est vraiment très bien. Ça, c'était une surprise incroyable. Parce que honnêtement, c'était pas gagné. C'est pas l'auteur le plus connu. C'est pas l'auteur, voilà, c'est ça. Donc, et c'est vrai que quand on l'a fait, on s'est dit, bon, voilà, on verra. Donc évidemment, alors on a des retours après des libraires surtout qui nous parlent, enfin en tout cas pour moi c'est plus la collection, l'objet, ce qu'il y a. Alors souvent ils sont un peu gros, un peu lourds,
Ils ne sont pas forcément très chers parce que nos volumes ils coûtent entre 25 et 35 euros. Là où à l'intérieur, vous pouvez avoir 5, 6, 7, 8, 10 livres. En fait, ils sont assez mis ensemble, en plus de l'appareil critique qu'on fait. Donc c'est, je dirais, le rapport qualité-prix, personne n'a cette tâche. Non, c'est pas très cher. Mais donc voilà, on a des retours comme ça, et puis il va y avoir des prescriptions aussi de libraires. Ils vont dire, il faudrait faire absolument tel ou tel auteur, parce que c'est demandé, parce que ça n'existe pas, parce que... Bon, après, on teste, mais nous, en tout cas, le retour qu'on a, déjà, auprès des gens qui ne sont pas du milieu, moi je leur parle de Quarto, ils me regardent comme ça, ils me disent, je ne connais pas. Bon, alors j'explique, ah oui, d'accord, ça a l'air bien, oh, c'est super. Mais voilà, on n'est pas aussi emblématique, par exemple, que la série noire, qui a un lectorat depuis 80 ans, qui a défriché un certain, un champ total en matière de littérature, là où nous, finalement, on a la petite sœur rebelle de la Pléiade. Voilà. C'est difficile en fait d'avoir un vrai retour, parce qu'on a le retour de gens, alors déjà on a le retour des gens qu'on fréquente et qui ne sont pas forcément représentatifs, c'est-à-dire qu'en plus on les fréquente, alors quand je parle de fréquentation professionnelle, mais donc les gens qu'on fréquente professionnellement, c'est des gens qui apprécient notre travail ou qui se sentent proches ou qui connaissent déjà la collection, donc en fait on a leur avis, mais est-ce que c'est un avis qui est représentatif? C'est pas une évidence totale. Ensuite, donc, on a la plupart du temps quand même, les gens se manifestent quand ils trouvent que l'idée est intéressante. J'ai rarement, et heureusement parce que c'est quand même plus agréable, mais c'est vrai que j'ai rarement de retour de gens qui m'envoient des messages en me disant vraiment vous faites un travail pourri, les livres que j'ai lus sont ni faits ni à faire, sans aucun intérêt. Donc c'est vrai que... Bon, et puis après je passe pas non plus ma vie sur les réseaux sociaux pour essayer d'éplucher et voir quelles seraient les critiques faites par éventuellement des gens qui auraient un avis très négatif sur le travail. Donc c'est compliqué, en fait c'est assez compliqué de savoir. Vous, oui. Et la série noire, pour nous, ça paraît une évidence, parce que nos lectures, nos études, pour plein de raisons. Un sondage en sortant pour demander si les gens connaissent la série noire, je ne vais pas le faire parce que je crois que je vais pleurer, donc j'ai très peur du résultat. Mais les auteurs mais les gens qu'on interrogerait, ils connaissent les auteurs. Ils connaîtront éventuellement, ils connaîtront des auteurs ponctuellement. Parce qu'ils viennent de sortir parce qu'il y a une nouveauté, parce que peut-être qu'ils lisent du polar ou pas, mais il y a quand même dans le polar toujours eu une préférence pour les auteurs anglo-saxons. C'était vrai particulièrement la série noire qui faisait quand même essentiellement des auteurs anglo-saxons pendant très longtemps. Et puis, quand elle avait des auteurs français, elle les déguisait en auteurs anglo-saxons, ou des auteurs anglais qu'elle faisait passer pour des auteurs américains, mais donc voilà, on va connaître, les gens connaîtront Connelly ou connaîtront Donna Leon par les leurs de Carl Ferret, oui là parce qu'il a un bouquin qui marche bien, mais si dans 8 mois on aura oublié son nom. Et d'ailleurs moi dans un entourage personnel de gens qui ne sont pas du tout dans ce milieu-là, parfois je leur parle avec une certaine évidence de un tel ou un tel. Voilà, mais même des vieux auteurs, Bialo évidemment, très peu de gens le connaissent, mais même Chandler, alors un peu, parce qu'il y a Philippe Marlowe et qu'il y a du cinéma, en fait souvent c'est quand même très lié au cinéma. C'est ça, c'est très très lié au cinéma. Mais sinon, c'est vrai que sur la collection, je sais. La série noire reste une collection emblématique pour les gens qui travaillent dans ce milieu-là et les aficionados, mais pour ce qui est du lectorat, très large lectorat. Et en même temps, puisque là on a eu le week-end des journées européennes du patrimoine, si on fait des visites guidées de la bibliothèque, donc on emmène le public là où il n'a pas le droit de monter, c'est-à-dire dans les magasins, dans les réserves. Bon, comme c'est un tour un peu speed, on n'a pas
temps de raconter tout, mais enfin, on va se vanter, de toute façon, la Bilco va se vanter d'avoir les 2 collections françaises encore vivantes, donc le Masque depuis 1927 et la série noire depuis 1945. Et ça, alors bizarrement, c'est quand même des gens un peu curieux, mais c'est pas des gens qui connaissent effectivement. Mais en même temps, quand on leur montre, il fait ah oui, voilà. Oui, parce que d'un seul coup, visuellement, il y a des gens gens dans les société. brocantes. Voilà. Oui, j'ai pareil, mes parents en avaient plein. Bon, voilà, c'est un peu pareil. Oui, c'est ça. Alors, mes parents en avaient plein, je ne sais pas quel était l'âge moyen de vos visiteurs. L'âge moyen n'est pas 15 ans, n'est pas 20 ans, n'est pas 25 ans. Alors, voilà. Donc, on va le dire. Je vais essayer de ne pas être désagréable avec personne, pas ni avec moi-même, mais globalement, c'est que les lecteurs de séries noires, je ne suis pas complètement convaincue qu'ils aient moins de 50 ans. Beaucoup moins de 50 ans. L'électorat n'est pas complètement d'une première jeunesse. Donc j'essaye de faire. Sauf ceux qui s'y intéressent pour des raisons il y en a quand même. Ils ne sont pas super nombreux. Mais j'essaye, on essaye justement. Enfin, je veux dire, ce type d'ouvrage et aussi avec des. Voilà, avec, j'espère, on va dire, des visuels poil attrayant et qui reste un peu classe et ouais. Voilà. Mais ils sont très beaux en fait. Et puis des vieux titres tout en conservant la maquette d'origine parce que c'est quand même voilà, enfin je veux dire c'est comme le prêt-à-porter, c'est comme la haute couture, le prêt-à-porter non mais la haute couture, c'est-à-dire comment faire du nouveau Saint-Laurent tout en restant Saint-Laurent ou comment faire je sais pas quoi le tailleur Chanel sans refaire la même chose qu'avant mais en même temps en cherchant pas à trop évoluer parce que c'est très compliqué de faire évoluer. C'est très compliqué de faire évoluer. C'est-à-dire à la fois il faudrait qu'on puisse avoir peut-être une proposition qui soit beaucoup plus adaptée aux attentes des plus jeunes et donc peut-être beaucoup plus formatée, thriller. Peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça et en même temps. Il y a une question d'ADN. Quand on fait quelques petites tentatives, c'est pas toujours très concluant et je vois bien, il y a des titres qu'on essaye dans la série noire et dont on se dit peut-être que chez Albin, qui est une maison Albin Michel, que je connais bien et qui fait des très très gros succès avec ses auteurs, celui-là il leur est vendu, je sais pas combien, 10 000 exemplaires, 20 000 exemplaires, et nous on en vend péniblement 1512. Et c'est pas la qualité du livre, c'est pas ça, c'est vraiment c'est pas nos lecteurs alors qu'en fait on connaît pas nos lecteurs, donc c'est vrai que c'est un peu pas ça. Non mais après c'était pas pour vous, c'était pas une question piège. Non, parce qu'on se pose quand même et puis de toute façon comme vous l'avez dit, si vous faites des projets où vous évoluez, enfin vous faites des propositions, c'est pas hors sol, c'est bon, ok il y a la rentabilité commerciale, mais vous voulez quand même que de l'autre côté ça rencontre quelqu'un. Ah ben bien sûr, c'est vrai c'est toujours un crève-cœur quand on s'est donné du mal, du temps, etc. pour faire un projet et pour le mener à bien et que vous voyez qu'il y en a 1512 exemplaires vendus, j'ai fait moins, je te rassure avec il y a une espèce de frustration, on se dit c'est pas possible, où est-ce que ça n'a pas marché et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on a un ADN qui est l'ADN Gallimard, celui de la série noire, celui de Quarto. On essaye de faire bouger un peu des lignes. Alors c'est aussi une vieille maison, une vieille machine, une vieille dame, et c'est vrai que il faut y aller un peu gentiment, un peu doucement, et parce que même de l'autre côté, nos lecteurs, moi si clairement j'ai pas du tout identifié qui étaient nos lecteurs, mais voilà, nos lecteurs, je pense qu'ils s'attendent aussi à certaines choses de la série noire ou de Quarto. Alors ça pour le coup, par exemple, je sais plus à propos de quel volume on avait fait. Et alors moi je regarde parce que je gère les réseaux sociaux de la collection, donc je me prends le volet je les vois. Commentaire, toujours sympa. Et pourquoi il n'y a pas ceci, pourquoi vous n'avez pas mis celui-là dedans, parce qu'il n'y avait pas la place. Bon bref, parce que c'est un choix, voilà, c'est un choix. Mais voilà, en fait,
on essaie toujours de faire au mieux, et c'est vrai que y a des fois ça marche très bien, et puis en fait il n'y a pas de règle, on essaie d'être conforme à ce dont on a, alors je vais pas dire hérité, de ce qu'on nous a confié quelque part, et puis de faire de notre mieux pour que c'est la collection non seulement je dirais pas continue à vivre, c'est aussi lui redonner un souffle, que ce soit toi ou moi. On est arrivé à des moments où la collection, enfin moi en tout cas je parle de la mienne, j'ai la mienne qui elle m'appartient pas, où le rythme de publication était tombé à 2-3 volumes par an avec un rythme où on est passé, cette année on est à 9 ou 10. Voilà, et c'est vraiment, on a remis en place des processus, des projets, un rythme, des saisons pour publier, etc. Voilà, ça va beaucoup, ça va beaucoup mieux, on lui a redonné. Et puis on a ouvert notre catalogue, là où c'était quand même très classique. On a publié en 2020 la science-fiction, ça n'avait jamais été fait. On avait Philippe Calic, je sais vous assurer. À la même réunion avec Antoine Ménard, je lui ai proposé Philippe Calic, il m'a regardé comme ça, il m'a dit vous êtes sûr? Je lui ai dit ouais, vous allez voir, ça va être super. Bon, ça a été super. Mais ça a été super, un vrai succès, 20 000 exemplaires, un truc de dingue. C'était vraiment, c'était au-delà de toutes les espérances. Et le même jour, je lui ai proposé un volume de Roald Dahl. Alors, Roald Dahl, c'est Charlie et la chocolaterie, Mathilde, tout ça, c'est bon, on dit, c'est de la jeunesse. Mais Roald Dahl, tout ce socle, sa littérature pour la jeunesse, en fait, il y a un socle qui sont des histoires pour les adultes. Il y a un roman, notamment, un petit peu aussi. Et il y a surtout toute une série d'histoires courtes, de nouvelles, que notamment Hitchcock a adaptées dans Alfred Hitchcock présente. Pas que, après il y a une série télévisée, etc. Et en fait, il y a un vrai socle hyper intéressant, et donc je dis, faisons l'œuvre pour adultes. Alors, je vous assure, dans la même série, dans la même journée, Roald Dahl et Philippe Cadic, comme ça, j'ai senti qu'il était un peu, on va faire un Baudelaire après. Et ben les trois, c'est celui qui a le moins marché. Comme quoi, je connais pas. Mais voilà, c'est des bonnes surprises. Et on a fait bouger effectivement des lignes. C'est-à-dire que Roald Dahl, ça n'aurait jamais été fait avant. Philippe Calic, ça nous a donné un élan, vraiment. Du coup, on fait Bradbury l'année prochaine. Enfin voilà, ça ouvre des portes. On a aussi ouvert à des écrits d'artistes. On a fait Léonard de Vinci en 2019, on a fait Pablo Picasso en 2021. Je regarde mon assistante le fond, me corrige si je me trompe sur les dates. 2021. Et voilà, l'idée elle est là, c'est de pouvoir ouvrir notre catalogue, notre horizon à d'autres choses que ce qui était là, et tout en restant dans l'ADN, dans ce que un quarto d'aujourd'hui, dans le contenu, et le digne héritier de ceux qui ont été faits pendant les 22-23 années avant que j'arrive. Voilà, les 23 premières années. Est-ce que vous avez des questions? Oui. J'ai une question sur les titres, parce que qui choisit les titres quand c'est des rééditions? Est-ce que vous dites que vous avez changé le titre de La Dame du Lac, qui maintenant s'appelle La Dame dans le Lac? Parce qu'en fait, la traduction littérale, le titre d'origine, c'est pas La Dame du Lac, c'est La Dame dans le lac. Enfin, c'est Lady in the Lake, pas Lady Off. Voilà. Que ça a été modifié. Donc l'idée là, c'est aussi de reprendre ces titres du catalogue qui, pour certains, ont été parfois un peu malmenés à la traduction, voire très malmenés pour certains. C'était pas le cas de ces deux romans de Chandler. Mais a priori, de restituer le texte au plus près du texte d'origine, du texte d'origine. Donc oui, s'il y a eu quelques libertés qui ont été prises avec les titres, il y a de grandes chances pour qu'on essaye de retourner vers quelque chose d'un peu plus proche du titre décidé par l'auteur. Ce qui est compliqué quand le titre est devenu très connu, avec un film notamment. On parlait la prochaine fois, il y aura Dominique Jeannot qui parlera de Léonard Sejac.
Le film, enfin, du coup, il y a un titre de Benoît Marcejac qui a changé de titre, ce qui devait s'appeler, je vais me tromper, c'est pas grave, D'entre les morts, qui est devenu Sueur froide et Vertigo en anglais. Enfin, et en fait, maintenant, le livre s'appelle Sueur froide. Donc c'est vrai qu'il y a, alors que c'était pas le titre original, et c'est pareil avec les titres étrangers. C'est difficile quand vous avez pour Burnett The Asphalt Jungle qui en français a été appelé Quand la ville dort, et ben The Asphalt Jungle, bon, comme ça, et Quand la ville dort, ah oui, bon, ça n'a rien à voir, mais c'est le titre, et c'est devenu tellement connu avec le cinéma que parfois c'est compliqué d'arriver à revenir en arrière. Donc c'est des choix éditoriaux qui sont faits. Les trois que vous nous avez présentés là, Stéphanie, enfin ces trois-là, c'est les trois premiers sur les 6 années. Comme là, l'année se finit et qu'ils vont sortir en novembre, c'est les 3 de l'année. Ça sera les 3 de l'année. Et puis les 3 suivants seront, en fait, ça sera la périodicité, ce sera juin et novembre. Voilà. Avant l'été, les lectures de la plage, hein, puisque l'Arcelie à la plage, c'est bien connu. Mais non, c'est vrai qu'il y a quand même un intérêt des gens, peut-être d'un public plus large avant l'été pour la lecture d'une manière générale, et le polar bénéficie particulièrement, et puis aussi avant Noël. Bon, enfin, après, il y a des questions parfois de presse. C'est beaucoup difficile d'avoir de la presse en novembre, décembre. Qui martèle quand même aux gens, allez, cadeaux, allez, plage, on a les 10 meilleurs polars, les 10 machins, les 10 trucs. Moi, je voudrais connaître vos goûts à chacune, en fait, en termes de littérature noire. Je vais vous demander peut-être 3 titres à chacune, ou 3 auteurs. C'est affreux parce que c'est non, je peux pas répondre à ça. Moi, McCoy est un auteur qui est vraiment un auteur que j'aime énormément et sur lequel j'ai travaillé pendant mes études à la fac. Donc voilà, mais oui, tous les romans du début de la série noire, moi, c'est des romans que j'aime beaucoup. Mecker, dont parlait Sylvie tout à l'heure, dont on a fait avec Hervé la réédition des œuvres sous son vrai nom, c'est-à-dire Jean Mecker, est un auteur qui a pris un pseudonyme et qui a publié sous le nom de John Amila, qui était donc son premier roman, Il n'y a pas de bon Dieu, publié sous le nom de John Amila, adapté, je crois, ou j'ai pu adapté de l'anglais par Jean Mecker, voilà, qui permet bien sûr, pas de problème. Je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre autant de liberté aujourd'hui, mais non, donc voilà, donc je suis aussi beaucoup Mecker. Ce qui est sûr, c'est que j'aime plus le roman noir et les romans qui interrogent sur une époque. C'est pas forcément l'époque contemporaine, parce que Burnett sur la pègre, le début de la pègre aux États-Unis, c'est pas vraiment tout à fait contemporain, mais ça reste quand même très actuel. Voilà, moi m'intéresse beaucoup plus que les histoires de serial killer, que des thrillers. Je peux en lire, je peux en lire avec plaisir et me dire ça fonctionne bien, parce que je suis comme voilà, parce que moi je suis prise par le rythme si c'est bien fait et que j'ai envie de tourner les pages. Mais un mois plus tard, je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu. C'est bien long. Oui, mais on est censé avoir une certaine mémoire malgré tout. On a un petit entraînement qui fait qu'on se souvient quand même un peu des. Non, mais voilà, donc. Mais sinon, en 3, c'est trop compliqué. Alors, moi, je lis beaucoup de polars depuis que je travaille avec Stéphane. Je ne vous cache pas. Mais c'est ça qui est formidable en plus dans notre métier, en tout cas dans le mien, c'est que justement comme j'ai un catalogue assez éclectique, je peux passer de la poésie de Neruda à Horace McCoy sans aucun problème. Voilà, mais je suis, alors on se ressemble un peu. C'est vrai que moi j'aime beaucoup, pareil, toute la
première période, que ce soit Chandler, que ce soit McCoy, que ce soit Burnett, ces années-là. En plus, on a quelqu'un qui est formidable, qui travaille beaucoup avec nous, qui est Benoît Tadier, qui ne peut pas, vous ne pouvez pas ne pas aimer le polar américain avec lui à vos côtés, parce qu'il vous explique tout, et ce côté historique, en fait, voilà, moi c'est aussi ça qui me plaît, et c'est vrai que les séries noires d'aujourd'hui qui sortent, c'est mon mari qui les lit. Voilà, on fait la répartition. Non, parce que je pensais à des auteurs comme des Nance, Pêchereau, voilà, qui sont pour moi des références d'auteurs extraordinaires, justement parce que le roman noir, on a ancré dans, Oui, mais dans voilà, une réalité. c'est trop compliqué. Enfin, c'est trop compliqué. Alors, d'une part, moi j'ai appris à mes dépens que plus jamais je ne donnerai le nom d'un auteur vivant en disant que je le trouve, parce qu'évidemment, après, en sortant, j'ai 10 coups de fil de gens qui me disent bah, c'est sympa pour moi. Ah bon, voilà. Alors, excusez-moi, donc il n'y a que des autres. Ma question non, c'est à propos alors. Voilà, donc je donnerai pas en tout cas pas en public. Pas filmé. Pas filmé. En plus, j'ai tout faux. Non, après on lit aussi beaucoup de choses par ailleurs. Je voulais vous poser une question sur les traductions. Quand vous décidez de retraduire ou de mettre à jour ou d'adapter une traduction, est-ce que vous donnez des consignes au traducteur ou à la traductrice? Et si vous les donnez, qu'est-ce que vous donnez comme consigne? Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on donne comme consigne? Mais justement, je me demande quelle consigne on peut bien donner quand on choisit de retraduire, parce qu'on le fait, parce qu'on a une motivation particulière que je ne veux pas deviner. Et cette motivation se traduit peut-être par des échanges écrits ou oraux avec un traducteur ou une traductrice. Non, là, en tout cas, pour ce qui est du fond, donc c'est Nicolas Richard et Benoît Tadier qui ont traduit les deux titres de Chandler. Il n'y a aucune consigne de donner, ce qu'il fallait retrouver. Et d'ailleurs, ils ont tous les deux, ils ont fait une petite préface, ils ont tous les deux constaté que les trades des Vians étaient des très bonnes trades, que rien n'avait été enlevé, que après il y a parfois des petites imprécisions, des petits contresens, parce qu'on ne parlait pas aussi facilement anglais il y a 50 ans, ou plus que ça, qu'aujourd'hui. Donc, mais il n'y avait rien de faux, voilà. Et il n'y avait pas de coupe. Ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de titres de la série noire. Il y a eu plus de coupes, il y a eu des coupes dans d'autres. Là, on travaille sur Don Tracy et j'ai donc demandé à un traducteur potentiel de faire des petits sondages et de me dire s'il fallait faire une nouvelle trad ou si une révision de traduction pouvait suffire. Et a priori, c'est pareil, les traductions sont bonnes. Alors, elles sont datées, parce que le vocabulaire est le même, parce que voilà. Mais sinon, il n'y a pas, on n'est pas loin du texte. Quand on lit le texte, quand on lit La Bête qui sommeille aujourd'hui, on n'est pas loin du texte écrit par Don Tracy. Donc, on fera une révision. Donc ça, en tout cas, moi, dans la démarche que j'ai aujourd'hui avec ces titres-là, l'objectif, c'est, quand on choisit des titres, c'est de dire, si vraiment il faut retraduire, on le fait, mais ça coûte très cher. Et puis, si on peut s'en passer parce que c'est une question économique, on s'en passe. Mais après, moi, je donne vraiment aucune contrainte particulière au traducteur, ce qui n'est pas vrai ce qui n'est pas complètement vrai pour des traductions contemporaines. Parce que aujourd'hui, quand on achète des textes à l'étranger, et notamment des polars, il arrive très fréquemment que les textes soient très mal édités. Et donc, qu'il y ait des erreurs dans les textes. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas, page 12, le personnage est blond, et page 216, il est devenu roux, parce qu'il y a des incohérences, sur lesquelles, peut-être à la lecture, moi je ne fais pas forcément attention, mais le traducteur, qui donc démonte la mécanique du texte, je veux dire, très souvent nous disent non mais là en fait ça va pas, et mettent en avant et mettent en lumière des problèmes, des vrais problèmes. Et qu'est-ce qu'on fait? On garde le problème ou on résout le problème?
comme on a des petites latitudes sur la traduction pour pas être complètement, voilà, on use de cette latitude. En tout cas, moi, la consigne, c'est en effet d'user de cette latitude pour résoudre les problèmes de cohérence qui peuvent se poser. Parfois, ça peut aussi être des répétitions, parce que j'en ai vraiment vu beaucoup sur les premières versions d'un texte traduit. Alors, c'est pas systématique, hein, encore une fois, mais là récemment, quand l'auteur américain fait un récap de ce qui s'est passé à peu près toutes les 25 pages, c'est long quand même. Et puis ça perturbe vraiment la lecture, c'est-à-dire que ça agace énormément. Mais du coup, on enlève. Bah, C'est drôle parce que depuis le moment où vous avez commencé à dire mais pour les traductions contemporaines, on faut travailler comme ça, c'est pas une citation de Duhamel dans le texte, mais quasiment. oui, non, mais. Parce que c'est la même chose. On corrige les incohérences, on améliore un petit peu la mécanique du texte. C'est hyper amusant de voir. Adrien travaille sur les traductions, spécifiquement dans la série Mort, c'est pour ça. Oui, mais c'est vrai que c'est une question qui se. Enfin, évidemment. Ouais, en fait, que faudrait-il faire? Peut-être rien toucher. Mais encore une fois, rien toucher, je ne sais pas, parce que moi je fais beaucoup retravail. Enfin, je suis très interventionniste sur les textes des auteurs français que je publie. Alors, et je respecte vraiment, je respecte éminemment leur travail, c'est-à-dire que mon travail n'est pas de leur faire écrire un livre qu'ils n'avaient pas envie d'écrire. Mon travail est de les aider à écrire, au contraire, à écrire le livre qu'ils avaient en projet et à aller le plus loin possible dans l'aboutissement de leur projet. Parce qu'évidemment, quand ils rendent un manuscrit, c'est la plupart du temps un travail, enfin, ils sont allés au bout de ce qu'ils pouvaient faire seuls. Bon, parfois, ils ont fait lire à Pierre-Paul Jacques, qui a donné quelques conseils. Et puis, mais ils ne voient plus leur texte, puisqu'ils vivent avec leurs personnages, ils connaissent les intrigues par cœur. Enfin, je veux dire, ils n'ont aucun recul par rapport à leur texte. C'est moi qui leur offre ce recul. Donc, quand je relis et que, en fait, il y a des endroits où je ne comprends pas bien où ils veulent en venir, enfin, où les choses ne sont pas très évidentes à la première lecture, bien sûr, je leur demande, je leur dis, mais en fait, pourquoi, enfin, je ne comprends pas, là, je m'ennuie, enfin, ça ne va pas, ou enfin, je peux faire tout un tas de remarques. Ils sont souvent pas d'accord, hein, évidemment, parce que comme ils ont rendu le meilleur texte en général, non, enfin, j'exagère, non, mais ils peuvent avoir des réticences au moment de dire, bah oui, mais non, en fait, justement, c'est fait exprès, il y a un grand, ça va, le rythme est très soutenu à un moment, et justement, je voulais que pour créer un contraste, ça soit beaucoup plus lent après, bah oui, ça s'appelle pas lent, ça s'appelle un entre nous, donc, voilà, mais, et c'est pas la même chose la lenteur enfin voilà, la lenteur d'un texte c'est pas la même chose que on s'ennuie dans le texte, donc moi mon boulot c'est de les aider à trouver le bon équilibre pour qu'en effet ça soit lent, que ça crée un contraste avec ce qui précédait. C'est un exemple complètement inventé, hein, mais et que ça soit pas juste un moment où le lecteur s'ennuie et où il va donc refermer son livre et passer au suivant. Donc on intervient en fait sur les manuscrits en amont. Est-ce que c'est pire ou pas que de décider, quand on a la traduction d'un texte, qu'en fait, ce travail-là, et alors, pardon, j'insiste, mais quand parfois le traducteur peut travailler en direct avec l'auteur, ce qui arrive quand même assez fréquemment, je veux dire, on a quand même souvent des commentaires d'auteurs étrangers qui disent que ah ben oui, personne ne leur avait dit ça, parce que le texte est pris, et puis voilà, puis il est relu, ou peut-être qu'il a été beaucoup retravaillé, mais qu'il reste encore beaucoup de travail, c'est celui qu'on finit par faire nous, mais ouais, non, c'est une vraie question. Est-ce que le texte, en tout cas quand il y a des erreurs manifestes, corrige. Je vais bien avoir après l'avis de quelqu'un qui est sur la traduction. Moi je me demandais si vous aviez encore du temps pour lire d'autres choses que des livres pour le travail.
Oui. Oui, vous trouvez encore l'énergie, le goût de la lecture. Alors l'énergie, c'est-à-dire que je dois lire le soir 10 pages et je me fondre, hein, mais je lis autre chose, oui. Oui, j'en ai besoin de s'aérer un peu, sinon vous dormez avec votre travail. Je sais que ça vous occupe pas mal l'esprit. Enfin, moi, je lis autre chose. Ouais, moi aussi. Vous avez le temps. Bah, on le trouve, on le prend, ouais, oui. Après, pas autant que je voudrais. Enfin, moi, Ah, j'aime mais beaucoup pour le boulot le soir. Je m'endors aussi sur la dixième page à 2h du matin. Mais non, voilà, là en ce moment, je lis des romans de rentrée littéraire. Enfin, il y a quelques romans de rentrée littéraire qui m'ont fait envie, pas plein, mais il y en a quelques-uns. Oui, je lisais, puis je m'astreins, en fait, le week-end. Voilà, je ne lis pas de polar le week-end. C'est une interdiction. J'ai une question sur le format. Ça, c'est le nouveau format de la série noire. Vous avez gardé le grand et le petit. Quelle est la motivation d'aller vers le plus petit? Revenir vers le format classique qu'on avait avant 90. Alors, non, parce qu'en fait, c'est encore une question on va dire de positionnement plus marketing. Donc, on est très très loin de la littérature, mais quand on est éditeur, on est quand même souvent assez loin de la littérature. On l'a fait, comme vous avez vu, en fait, on a fait des grands formats au départ. Et peut-être que c'est pas très clair pour les libraires aujourd'hui, y compris pour les lecteurs que je ne connais toujours pas, que c'est pas de la nouveauté, que c'est pas un auteur tout neuf. Et on a quand même eu quelques retours de libraires, en dehors de la cohorte de gens qui me disent mais pourquoi est-ce que vous avez changé le format de la série noire? Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Et peut-être que aujourd'hui j'aurais un point de vue sur la question, mais je comprends qu'au moment où ils ont décidé d'augmenter les formats, il y avait tout un tas de problématiques, de questions que résolvait le grand format. Néanmoins, c'est peut-être pour marquer une certaine différence, voilà, entre la série noire telle que éventuellement des libraires se sont habitués à la voir. Et encore, quand je suis arrivée, j'ai diminué le format par rapport à mon prédécesseur qui faisait un format énorme. Donc j'ai retrouvé un format qui est le format classique des livres de chez Gallimard, Blanche. Et puis parce que on a, alors sauf pour le Burnett, le McCoy, pardon, c'est pas un bon exemple, mais sinon on a fait très attention au prix. Et les prix étaient assez bas, c'est-à-dire que pour Arbalais, ils étaient à 14 €. Aujourd'hui, personne ne s'imagine qu'un grand format vaut 14 €, puisque la plupart des grands formats valent entre 20 et 25 €. Alors que, mais je vous dirai si ça a marché, rendez-vous dans un an. Alors qu'en fait, ce format-là, vous savez tout de suite que c'est un format qui est moins cher. Vous savez qu'il ne voudra pas, enfin voilà, vous savez que vous n'allez pas le payer 25 €. Donc mon pari, c'était ça aussi, c'est de me dire que si le format est un poil plus petit, ça signifie plus facilement que ça sera financièrement plus abordable, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai problème pour les éditeurs de prix des livres. J'ai connu le passage au grand format, mais j'ai eu comme l'impression que la collection devient plus sérieuse maintenant. On est de la littérature, on n'est pas du polar. Non, alors c'est l'impression que j'ai reçue. C'est une question de droit. En fait, les droits qu'on verse aux auteurs ne sont pas les mêmes, et les échelles de rémunération des auteurs ne sont pas les mêmes en fonction des grands formats et des poches. Donc, quand la série noire était un poche, on va dire que peut-être c'était compensé par les très gros volumes de tirage et les très grosses ventes, voilà. Mais de toute façon, les agents, au moins les agents, ont commencé à se plaindre, voire à refuser de vendre avec des droits à 5% des titres qui étaient des titres inédits, là où, en blanche, les taux étaient plutôt de 8% ou 10%. Et le modèle économique est tel qu'on ne peut pas avoir des droits on peut pas avoir des droits si faibles ou si élevés plutôt. En fait, on ne peut pas mettre des droits à 8% sur des livres de poche. Donc, il a fallu que la série noire grandisse pour pouvoir s'aligner sur les autres.
et aussi sur les autres éditeurs qui n'avaient pas cette collection de poche mythique et qui, eux, créaient directement les collections d'enfants. Donc, c'était pas... Quels sont vos volumes entre le numérique et le papier? En pourcentage, hein, je ne veux pas connaître. Moi, j'en ai pas. Très, on va dire, je pourrais pas, en fait, il n'y a pas de règle, parce que, mais globalement, enfin, pour moi, il y a très peu de ventes. Si, Nesbeu, peut-être là, Carré Ferré, on en vend, enfin, vraiment les très gros vendeurs. Après, le marché numérique reste très Mais sinon, par rapport à les autres auteurs de la collection, je sais pas, Marin Ledin, Thomas Cantalou, c'est un épiphénomène. Le numérique. Ouais. D'accord. Non, vraiment, on est loin d'être, on est assez loin d'être submergé. Franchement, les tablettes, enfin tout le monde a une tablette, enfin bon, en tout cas beaucoup de gens ont une tablette, ils apprennent l'été quand ils partent et qu'ils ne peuvent pas mettre 50 livres dans leur valise, voilà, mais sinon, pour nous c'est vraiment... Mais encore une fois, attention, je dis ça, c'est pour la série noire, hein. Peut-être que si c'est Michael Connelly, enfin peut-être si c'est des gros auteurs comme ça, c'est possible que les ventes numériques représentent, je sais pas, 10-15% du volume total. En tout cas, en série noire, non. Est-ce que vous avez d'autres... on va peut-être vous laisser aller lire des choses autres. Parce que finalement, ça a été... Ouais. Alors nous, merci déjà à toutes les deux, parce que c'était... On attendait d'avoir une rencontre... Enfin, on se doutait que ça serait super intéressant d'après les premiers contacts, mais après... Voilà, et on voulait en savoir un peu plus, parce que c'est pas finalement des choses qu'on explore tant que ça dans les rencontres en bibliothèque, l'envers, non pas d'apprendre le métier, mais disons qu'on nous parle du métier de l'intérieur, et en moyenne on fait plutôt des rencontres, effectivement, soit des conférences sur un thème, soit des rencontres d'auteurs qui viennent présenter leur actualité. Donc là on se disait qu'avec ces rencontres, et on espère donc pour... la prochaine avec Benoît Tadier et Dominique Gingros, que ça sera aussi un autre envers du décor. En fait, finalement, on est un peu obsédé par l'envers du décor. Donc, voilà. Mais c'était très intéressant parce que pour vous, c'est votre réalité, mais pour nous, le public, en fait, c'est aussi un sujet qui est complètement inédit. Et puis, on est quand même plus, enfin, à la Bilipo, évidemment, on est quand même plutôt content de découvrir ces futurs, enfin, cette opération, voilà, ce revival, et qu'on espère que ce ne sera pas que les vieux et les vieilles qui vont en profiter, voilà. Parce que... S'ils en profitent, moi je ne suis pas contre non plus. Ah non, mais moi, comme je suis dedans, alors je m'en fiche un peu. Hein, mais les vieilles, ils les ont déjà pour beaucoup. Donc, voilà. C'est vrai que... Mais non, mais je trouve que c'est bien que ça continue à vivre et que ça présente aussi des projets de redonner du souffle à une vieille dame finalement qui est quand même assez jeune, c'est une vieille dame. Ou un vieux monsieur. Plutôt des vieux monsieur. Là, c'est vrai que j'ai pas trop insisté sur l'aspect un peu macho des bacs à sable, mais ça aurait pu faire. Je dirais que la série noire est un vieux monsieur. C'est un vieux monsieur. Déjà, il n'y a pas de raison que ce soit toujours des vieilles dames. Non, mais parce qu'on est toujours les reines du crime. On est les rois du crime, hein, on remarque les rois du crime, c'est. Mais non, moi je trouve ça, en plus ils sont très beaux. Enfin là, c'est moi qui les tiens à la main avec mes doigts dessus, mais et c'est vrai que le prix, c'est vrai que c'est pas cher. Donc, c'est ce que j'espère. Voilà. Donc nous on trouve que c'est très bien et que franchement c'est super. Là, c'est pas moi qui vais vendre, qui vais faire vendre. Mais bon, la Bilipo, elle est quand même un peu contente quand elle voit des choses. Non, mais pour l'instant, c'est très. Voilà, pour l'instant, le projet est très bien accueilli par les libraires qui trouvent que c'est une très bonne initiative. Donc, je suis contente. Mais après, voilà. Mais visuellement, en plus, en tant que libraire, je ne suis pas spécialiste de faire la vitrine d'un libraire ou de faire la scénographie de ce qu'on met, puisqu'il y a une vraie scénographie quand même, si on veut être attractif. Je trouve que c'est quand même très attractif au niveau de visuel. Donc il y a quand même un œil. Bon, évidemment, c'est par le biais du cinéma, mais comme les Ralph Vallée. Absolument. Aussi, là, c'était un peu old cinéma.
cinéma, quoi. Oui, oui, Mais quand même, on reconnaît quand même les acteurs et tout ça, donc on est attiré. Ah, mais ça compte. Bah, merci. Merci d'être venu. Merci.